dans le cadre du Salon de la généalogie de la Lozère. À mes côtés, Magali Lacousse. Bonjour Magali. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes conservateur en chef et formatrice de paléographie à l'École nationale des Chartres. Absolument, oui, oui, tout à fait. Alors expliquez-nous, c'est quoi votre travail exactement ? Alors mon travail de formatrice de paléographie, eh bien en fait effectivement oui, je donne des cours de paléographie en formation continue à l'École des Chartes dans le cadre d'un séminaire et donc c'est la traduction de l'écriture ancienne. Alors la définition de paléographie, c'est la traduction des écritures anciennes. Tout à fait, c'est la lecture de l'écriture ancienne du XVe siècle au XVIIIe siècle. Voilà la fourchette chronologique de l'écriture ancienne. Alors lorsqu'on parle d'écriture ancienne, c'est quoi ? C'est de l'ancien français ? C'est de l'écriture mal orthographiée ? Ah, alors la langue qui est utilisée, c'est en fait le latin, qui a longtemps été utilisé dans les textes officiels, notamment le français, mais également, comme c'est l'écriture ancienne et la société française ancienne, tous les français locaux, c'est-à-dire aussi les patois de l'époque, le languedocien, le dauphinois, le savoyard, voilà. Donc c'est la langue française et associée. Alors, il y a des techniques justement pour lire ces écritures ? Alors malheureusement non, c'est ce qui rend la paléographie facile et fascinante, c'est qu'en fait il n'y a pas de martingale, il n'y a pas de recettes qui font qu'on va comprendre à coup sûr dans 100% des cas. On a des techniques qui en fait se résument à l'étude finalement de la forme des lettres. Parce que les lettres ont évolué, étaient bien différentes au XVIe siècle qu'aujourd'hui. Et donc, l'une des clés pour comprendre la paléographie, c'est de retrouver comment les lettres à l'époque étaient écrites. Et si on voit par exemple une espèce de bouclette toute tordue, eh on va se dire, ah bah ça, à l'époque, c'était la lettre E, par exemple. Voilà. Donc, c'est repérer et retrouver finalement des formes de lettres, des formes d'écriture. Donc paléographie est égale aussi calligraphie. Il faut étudier la calligraphie. Ah, je vous remercie de cette question parce que effectivement, la paléographie en fait, se confronte en fait à deux formes d'écriture qui sont très différentes. D'une part, effectivement, vous avez tout à fait raison, ce que l'on appelle la calligraphie, c'est-à-dire la belle écriture. C'est-à-dire des documents où effectivement la personne qui écrit s'applique, fait de belles lettres régulières, voilà. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais au moins c'est bien écrit. Et d'autre part, on a ce que nous appelons l'écriture cursive, c'est ce qui signifie écriture qui court, où là effectivement vous prenez le stylo, vous êtes pressé, vous écrivez très vite en ne faisant pas cas de l'orthographe. Voilà. Et la paléographie est confrontée à ces deux familles d'écriture. Au travers des siècles. Au travers des siècles, la paléographie, finalement, je ne l'ai peut-être pas dit clairement tout à l'heure, les textes les plus anciens que nous lisons remontent à l'époque mérovingienne. Et donc ils sont comment ces textes ? Ils sont lisibles par la population d'aujourd'hui ne pourrait pas les lire. Non, c'est impossible. Ceci dit, quand on les maîtrise, très honnêtement, l'écriture mérovingienne est, entre guillemets, on est bien d'accord, est facile. Quand on la compare, par exemple, et là les généalogistes comprendront ce que je veux dire, quand on la compare avec l'écriture des notaires du XVIe siècle, on apprécie la différence. Effectivement, ici en Lozère, il y a justement ces actes notariés, c'est là qui sont plutôt bien faits en Lozère, bien reliés et bien écrits. Ce n'est pas le cas partout. Alors, ce qui est surprenant, c'est qu'effectivement, les actes notariés en Lozère sont bien écrits, ce qui n'est pas le cas dans les autres départements, mais il faut toujours se méfier avec les actes notariés, c'est-à-dire en fait, l'écriture varie en fonction du notaire. Et donc finalement, chacun a sa façon d'écrire. Vous allez avoir des notaires très lisibles, et puis peut-être après le successeur qui lui écrira de façon tout à fait différente, et lui sera complètement illisible. Donc vous avez quelquefois des registres qui commencent très bien, qui sont très bien écrits, avec un notaire,
Et puis la fin du registre, son successeur a pris la suite. Et là, vous voyez un mélange de boucles, de traits. Et vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc et là, vous vous dites, c'est dommage parce que mes ancêtres, les actes concernant mes ancêtres sont dans cette partie-là illisible. Zut, zut. Par contre, c'est peut-être moins intéressant pour vous de lire ces actes notariés que le procès de Jeanne d'Arc. Ah, alors le procès de Jeanne d'Arc, il est écrit en écriture gothique, donc il est très facile à lire, il est très agréable à lire. Voilà, j'allais dire, c'est autre chose. Après, le plaisir du paléographe, c'est peut-être de la perversion, c'est que nous apprécions toutes les époques parce qu'elles sont toutes quand même difficiles. Là, je fais maline en disant c'est facile, mais en fait non, enfin non, pas vraiment. C'est plus ou moins difficile. Alors, au travers des siècles, l'écriture a beaucoup évolué. L'outil de l'écriture aussi. Je veux dire, aujourd'hui, on est peut-être au stylo. Avant, c'était la plume. C'était la plume que celui qui écrivait en général taillait lui-même. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que la façon dont vous taillez la plume, en fait, va déterminer l'écriture qui sera sur votre parchemin ou sur votre papier. Donc plus ou moins épais, plus ou moins délié, comme on dit. Donc la plume détermine aussi l'écriture. Et l'encre ? L'encre, oui. Alors, effectivement, l'encre était aussi fabriquée maison à l'époque. Donc, il y avait toutes sortes de substances, du charbon de bois, de la noix gallique, toutes sortes de choses, plus ou moins métalliques. Et là, ça a des conséquences très, très lisibles. C'est-à-dire qu'en fait, l'encre étant plus ou moins noire, en fait, chaque recette était différente. Donc vous avez des encres qui vont être bien noires, qui vont bien tenir malgré les époques, et puis d'autres qui vont être tout de suite très claires et qui vont devenir très, très difficilement lisibles. Et puis l'encre, évidemment, comme toute substance, elle a tendance à vieillir, à se dégrader. Et vous avez par exemple l'exemple des encres qui sont trop métalliques et qui en fait sont tellement, si je puis utiliser le terme, acides, qu'en réalité l'encre va percer le papier. Ça arrive aussi, et là pour lire, bon courage, quoi. Enfin, faut pratiquement projeter le document devant une fenêtre et puis, et puis lire à travers les trous. Je parlais tout à l'heure du procès de Jeanne d'Arc. Il y avait un scribe donc qui écrivait, parce qu'on l'a retrouvé, on a fait des livres, on l'a bien. Vous nous dites, on comprend tout. C'est vrai qu'on comprend tout sur ce document. Oui, parce que c'est une écriture gothique. Je reviens un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Vous savez, cette fameuse écriture, cette fameuse calligraphie, qui signifie que l'on s'applique en écrivant. Et dans le cas des procès, sur toute cette époque-là, et surtout le procès de Jeanne d'Arc, ils se sont bien appliqués, on va dire. Ils savaient que les générations futures auraient peut-être à consulter les minutes de ce procès. Ils l'ont peut-être pensé, effectivement, parce qu'à déjà à l'époque, ils savaient que c'était retentissant, que c'était un procès historique. Et effectivement, vous avez raison, ils se sont peut-être appliqués pour les générations futures. Est-ce qu'il y a des textes que vous n'arrivez pas à lire ? Oui, tout le temps, tout le temps. Alors, en fait, le plus difficile à lire, et malheureusement c'est le plus important pour les généalogistes, ce sont souvent les patronymes. Parce que les patronymes changeaient, les patronymes n'étaient pas fixés. Le notaire rencontrait quelqu'un pour la première fois, la personne lui disait je m'appelle, le notaire ne comprenait pas, et donc il écrivait de façon plus ou moins phonétique ce qu'il croyait entendre. Donc malheureusement, les patronymes qui sont finalement le plus important pour les généalogistes, c'est paradoxalement le plus difficile à lire. Et quelquefois, on ne trouve pas, ou on trouve plusieurs versions du patronyme. Et on se dit, mais quel est le bon ? Ou alors le patronyme, il était mal orthographié et évolué à travers les années. Écoutez, tout à fait. Si je puis me permettre de donner un exemple personnel, aujourd'hui, je m'appelle la Cousse, avec 2 S, c'est un nom du Gard. Et en fait, mon ancêtre le plus lointain, en 1604, s'appelait la Coux, avec un X. Et donc, la Coux. Et puis, un beau jour, dans les registres paroissiaux, le curé a entendu la Cousse et il a remplacé le X par 2 S. Voilà. Donc il y a beaucoup de patronymes qui changent, qui évoluent. Parce qu'il l'a entendu phonétiquement. Exactement. Il n'y avait pas d'écrit auparavant. Non. Puis les gens étaient souvent illettrés.
Donc en fait, finalement, on voit des documents écrits, mais il faut réaliser qu'à l'époque, la civilisation, la société était essentiellement orale. Voilà, c'est ce qu'il faut réaliser. Voilà, l'écrit était en fait l'exception. Au travers de l'histoire, donc les textes ont évolué. Il y a des textes que vous n'arrivez pas à lire, vous nous l'avez dit. Oui, oui. Est-ce qu'il y a des textes qui vous surprennent aussi dans leur traduction? Vous les découvrez, il y a des choses surprenantes dans certains textes? Alors à ce moment-là, j'allais dire c'est moins de la paléographie que la révélation d'une société, quoi. Enfin des choses que nos ancêtres faisaient ou pensaient, faisaient des choses. Maintenant on se dit mais c'est très bizarre. Je vais vous donner juste le premier exemple qui me vient. Par exemple, j'avais rencontré une fois des personnes qui, c'était dans des registres paroissiaux, voilà, des personnes qui se mariaient. Et en fait, on nous dit, ben voilà, et les enfants sont sortis de dessous la table. Alors, j'ai rien compris dans un premier temps. Je me dis, bon, ils sont mariés, mais ils ont déjà des enfants. En plus, les enfants sont sous la table, mais de quoi À un moment, j'ai douté de ma traduction. Je me suis dit, Magali, tu es en train de te tromper complètement. Et en fait, il s'est avéré que dans ce cas précis, eh ben, en fait, c'était des personnes qui n'étaient pas mariées, mais qui avaient déjà eu des enfants. Et donc, le fait de se marier, en fait, rendait légitimes les enfants qui étaient déjà nés. Et en fait, très concrètement, ils étaient symboliquement placés sous une table. Voilà. Donc là, ça m'a réconforté parce que je vous assure, à un moment, je me demandais ce que je lisais. Vous parliez des prêtres à l'instant, les curés ont eu un rôle fondamental au travers de tous ces registres. Oui, tout à fait. En fait, si on veut connaître la vie de nos ancêtres, il y a les curés et les notaires. Et j'allais dire, c'est les deux piliers. Et sans eux, eh bien, on ne connaîtrait pas notre propre passé, on ne connaîtrait pas qui étaient nos ancêtres. On ne saurait pas comment nos ancêtres vivaient. Voilà, c'est vraiment les deux piliers essentiels. Et aussi, le passage a quand même le recours à une civilisation écrite. Tout à l'heure, je disais que nos ancêtres vivaient beaucoup dans l'oralité, mais il y avait quand même évidemment une tradition écrite. Voilà. Et ils savaient venir d'ailleurs souvent pour les documents et les événements importants. Parce que l'écrit, c'était la trace, c'était comme on dit, scripta manent, hein, les choses écrites demeurent. Donc ils en étaient très conscients. Les écrits restent et les paroles s'envolent. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que, pour terminer, vous n'êtes pas un petit peu surprise par l'actualité aujourd'hui? Tout change et on écrit de moins en moins. On n'écrit plus du tout. On écrit de moins en moins et on écrit de moins en moins un langage compréhensible. C'est-à-dire il y a même l'orthographe du français qui change. Maintenant, nous les archivistes, j'allais dire, on s'adapte. On s'adapte à l'évolution. Peut-être pas moi, mais mes descendants archivistes eh bien, utiliseront et transcriront le français actuel qu'on trouve dans les messages, dans les SMS. Enfin, voilà. Le langage évolue, il y a moins d'écrits, mais il y aura toujours des archivistes. Il y aura toujours des archivistes, mais bon, l'écriture bien calligraphiée, on n'envoie plus de courrier aujourd'hui. Ça n'existera peut-être plus. Ah bah ça, si on cherche la belle écriture calligraphique de Jeanne d'Arc, c'est vrai que là c'est fini. Hein, c'est un passé révolu. On aura quand même des documents écrits, on aura quand même des documents bien écrits. La calligraphie ne disparaît pas malgré tout. Hein. Mais elle va peut-être se spécialiser. Elle va se spécialiser. Et rester à disposition de quelques personnes, quelques initiés. Ah ben on aura certainement, effectivement, moins de masse. Alors, réservé aux initiés, justement, j'espère que non. Voilà, ça c'est effectivement, vous avez tout à fait raison, un danger, un risque qu'il faut absolument éviter. Il faut rester optimiste. Oui, tout à fait, tout à fait. Merci Magali Lacousse, je prononce bien là. Très bien, voilà. Votre nom, et il n'évoluera plus. Eh bien écoutez, je ne sais pas, En tout cas, merci beaucoup à vous, c'était très sympathique, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes conservateur en chef et formatrice de paléographie à l'École nationale des Chartres.